Encore une fois, bienvenue dans cet épisode de Binder Broke That. Aujourd'hui, on reçoit David. Et David, qui est dans la tech depuis un certain temps, dont on entend parler depuis maintenant plusieurs années. David, est-ce que tu voudrais te présenter? Ouais, bah alors moi, du coup, c'est effectivement David. Ça doit faire 12 ans, 13 ans peut-être que je suis dans la tech. J'ai pas un parcours atypique, parce que maintenant, il y en a beaucoup des parcours comme ça, mais j'ai commencé, j'étais pas du tout dans la tech, j'étais éducateur spé. Après, j'ai bossé dans la musique. Et après, je me suis réorienté, donc c'était 2013, dans la partie plus chef de projet, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai bossé après plus sur la partie tech, et puis orienté maintenant beaucoup qualité, test, architecture, etc., etc. Et j'ai deux casquettes entre guillemets en ce moment. Donc j'ai une casquette de formateur dans les écoles plus d'ingé, etc. Et puis un petit peu en entreprise aussi pour la montée en compétences. Et je suis tech lead aussi à temps partiel dans une boîte qui s'appelle Plop, un bureau de développeurs à Bordeaux. Et on bosse principalement sur de la start-up et de l'industriel. Voilà, grosso modo. De tous les concepts dont on entend parler très souvent, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube ou entre nous, ou dans les Discords des uns des autres, il y a plein d'acronymes un petit peu dans tous les sens. Et puis aujourd'hui, il y a un acronyme en particulier dont tu voulais nous parler qui est ATDD, mais pas n'importe quel ATDD, ATDD couplé avec de AI. De quoi il Ouais. s'agit? Grosso modo, c'est un peu la suite logique du process que j'avais déjà pour habitude d'utiliser avant un petit peu l'IA. Effectivement, tu dis ATDD, quand j'ai voulu labelliser les trucs, je me suis quand même un peu posé la question. Mhm. Euh, Au début, je voulais appeler Spec by Example, TDD, BDD, etc. Enfin, on sait tous qu'il y en a 3000 termes différents, mais du coup, le ATDD, c'est celui qui me convenait le plus. Euh, je vais vous expliquer après mon chemin de raisonnement qui est peut-être foireux par rapport à ça, mais en tout cas, j'en avais un. Et du coup, ben, comment est-ce qu'on a... Le but, ça a été d'intégrer progressivement ce workflow avec l'IA pour arriver à quelque chose qui est, je vais pas dire mature, ça fait que bouger, mais en tout cas qui fonctionne bien aujourd'hui et dont on est super satisfait avec nos clients. Donc un process qui est ben, en grande partie automatisé avec l'intelligence artificielle générative et aussi où on garde quand même ben, la main sur tout ce qui se fait et on évite ben, les biais du vibe code, etc. Donc on a quelque chose qui marche plutôt bien pour l'instant. C'est intéressant parce que avant même du coup de décrire ou que tu nous montres ce qu'est le ATDD dans un premier temps, le ATDD empowered by the AI de l'autre côté, à quel problème usuel est-ce qu'on essaye de répondre? Bah, plusieurs, enfin, pour moi, plusieurs, c'est bah, t'as le problème principal de la compréhension et du langage partagé entre ben, la partie tech et la partie métier. Le fait que dans la TDD, dans les Spec by Example, etc., on se base sur des exemples métiers pour définir finalement ce qu'on va développer. Ça permet un peu de casser cette frontière-là. Ben, on discute des exemples avec le métier, on dit OK, il doit se passer ça quand il y a telle donnée qui existe, le résultat attendu c'est ça. Donc le fait de rédiger ça avec l'équipe métier, ben, déjà ça nous permet nous en tant que tech de pouvoir savoir on va développer, mais on se base sur le métier. Donc on a ce langage un petit peu partagé et commun. Ça permet aussi, ben, moi je suis assez monotâche dans mon cerveau, donc j'aime bien être cadré dans un truc et pas partir dans tous les sens, ce que je peux avoir tendance à faire. Du coup, le fait de me dire c'est mon exemple, ça, c'est ma spec, et je reste borné là-dessus pour la développer, ça me permet de me cadrer. Et du coup, ça marche bien aussi avec le côté IA qui peut drifter assez rapidement. Euh, et puis ça permet ben, après toutes les capacités qu'on connaît des tests, hein, le fait de ne pas avoir de régression, enfin de pouvoir mesurer la régression, le fait évidemment de pouvoir ben, refactoriser avec sans trop de peine, en tout cas savoir quand ça pète, etc., etc. Donc tous les avantages qu'il y a derrière, quoi. Parmi les gens qui nous écoutent, on a des gens qui probablement ont déjà fait du TDD, de la TDD, et plein de gens qui, soit c'est la première fois qu'ils en entendent parler, soit ont déjà entendu l'acronyme, mais c'est un petit peu flou pour eux. Et du coup, si je reformule ce que tu m'as dit avec une vision très juste, je vais reformuler ce que tu m'as dit. Ce que je comprends, c'est que ATDD, c'est driver la construction technique par l'exemple fonctionnel. Ouais, c'est ça. En gros, en tout cas, de driver la conception technique par un critère d'acceptation. On commence par où on veut arriver, on le définit, et ensuite, ben, en fait,
on développe en partant de notre objectif, quoi. Pour moi, la TDD, c'est ça. Et effectivement, ben, ça mélange l'objectif, plutôt que ce soit un objectif qui est technique, qui est fortement lié au code ou à un système de couplage ou autre. On essaie qu'il soit le plus métier possible et que c'est ça qui drive un peu notre développement, parce que finalement, tout ce qu'on doit développer, c'est un objectif métier derrière, ça a un impact qu'on doit pouvoir mesurer. Et en fait, si ça a pas de, si on développe quelque chose et qu'on n'arrive pas à trouver l'impact, hein, ou une acceptation qui soit métier derrière, c'est qu'en fait, on développe rien de très utile, quoi. Oui, Donc, c'est le grand classique. Pardon, Anthony, vas-y. si je comprends bien, l'idée, c'est de créer un document. On va rester volontairement flou sur comment est construit ce document, mais c'est de créer un document qui va nous permettre de valider si oui ou non le code est conforme à nos attentes métiers. Ce document, il est sous quelle forme? Est-ce que ça va être des tests automatisés? Est-ce que ça va être du langage naturel? Est-ce que ça va être des schémas? Je sais que par exemple, que pour des problèmes qui sont très compliqués, ce n'est pas rare de devoir faire des schémas d'état, des state machines, pour décrire l'évolution. Par exemple, dans le cas d'une commande, au début, elle arrive, elle est non traitée, puis après, elle est en cours de préparation, puis après, elle est en cours de livraison et puis après elle est livrée par exemple. Et ça se prête très très bien à des schémas. C'est quel genre de format que vous utilisez pour spécifier justement le comportement métier? Ben, on en a plusieurs. En fait, on a fait, alors pour partir un peu plus sur la partie produit, etc., Ouais. euh, on a essayé de trouver une approche qui est un peu hybride entre de l'impact mapping, du source story mapping et de l'example mapping. Donc, en gros, l'idée, c'est de partir ben, d'un objectif métier, de dégager des acteurs ou des utilisateurs qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif, d'ensuite dégager le comportement qu'ils doivent adopter ou en tout cas qui doivent changer pour nous aider à atteindre l'objectif final. Et ensuite de ça, ben, on vient découler les fonctionnalités, les actions, les épiques, les user stories, on peut appeler ça comme on veut, orienter, enfin décrire en langage métier, donc sans notion de technicité, de quoi que ce soit. Et ça, on le fait, ces ateliers, on le fait avec le client, avec les responsables métiers, avec ceux qui vont utiliser le logiciel. Et une fois qu'on a nos fonctionnalités, ben, on va essayer de dégager avec eux des exemples critiques sur lesquels ça nous permet, nous, de mieux comprendre ce qu'on va devoir faire et parfois même eux de mieux comprendre ce qu'ils attendent de ce qu'on va développer. Donc, si on a, si je reprends mon exemple, si la fonctionnalité qu'on a réussi à dégager un moment pour répondre à un problème, c'est ben, pouvoir faire passer une commande, pouvoir payer une commande, par exemple, on va demander des exemples. Ben, qu'est-ce qui se passe si la commande, elle vient juste d'être, enfin, il y a juste le produit qui a été mis au panier? Qu'est-ce qui se passe si on ajoute plus de 5 produits? Qu'est-ce qui se passe si le paiement est refusé, etc. Donc, ça va nous dégager des grandes lignes d'exemples. Et après, nous, en dev, une fois qu'on a dégagé ça avec le client, a posteriori, on va raffiner ces exemples et on va les garder en langage naturel, français, ce que tu veux, pour essayer de dégager vraiment toutes les variantes possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux parties. Une qui est faite avec le métier et une que nous, on va faire, qui est un peu plus évidente, mais qui va nous permettre de driver après notre dev. Donc, si je comprends bien, vous allez avoir un document qui est la conclusion de votre discussion avec le client, les experts métiers, les utilisateurs, etc. Et vous allez avoir encore une autre étape qui est, à partir de ce document-là, de mettre en place les exemples. Et c'est ces exemples-là qui vont être utilisés pour développer ensuite la feature, là où les features. Ouais, c'est à peu près ça. Les exemples vraiment critiques de compréhension du métier, de la fonctionnalité, on les fait avec le métier. Les exemples qui servent juste à pouvoir driver la TDD, qui sont des exemples très bateaux de une permission, une erreur de base de données, etc. Ça, là, on les fait en interne. On les crée quand même parce qu'on en a besoin dans notre workflow et que ça nous permet de nous canaliser, de savoir ce qu'on va développer. Mais cela, en fait, on ne les fait pas forcément avec le métier parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour eux de spécifier ce genre de fonctionnement qui n'est pas critique ou en tout cas qui est évident. Ok. Ce on-là, ce on-là, c'est le on technique, c'est le on des ingénieurs qui développent le truc, des développeurs qui développent le truc. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la partie tech, ouais. Quelle est la petitesse en fait, la taille des besoins exprimés dans ce document? Si je me permets, en fait, de faire l'avocat du diable pour essayer, en fait, de vraiment faire la distinction, parce que des gens qui nous écoutent pourraient se dire, OK, mais finalement, réfléchir au fonctionnel ensemble pour ensuite partir vers du dev, bah, c'est du bon vieux life cycle. Qu'est-ce qui fait
que en fait c'est de l'ATDD? Quelle est la distinction entre un bon vieux flow de on réfléchit puis on fait avec ATDD? Ben, c'est là où on a un peu pioché dans l'user mapping et le mapping. C'est qu'on fait, en fait, ça dépend des clients, mais ça peut être toutes les semaines, en fait. On va avoir des sortes de cycles assez courts, d'une semaine, de 10 jours, j'en sais rien, ça dépend de ce qu'on va faire. Mais en gros, on va faire un atelier, entre guillemets, d'impact mapping, même si le terme n'est pas vraiment méga adapté. On va définir une sorte d'itération de MVP sur un objectif attendu. Avec eux, on dégage le minimum syndical pour atteindre cet objectif. On le développe, on leur fait tester, et ensuite on boucle comme ça, quoi. Donc effectivement, on a d'abord une partie spécification métier qui part ensuite en développement avec la TDD, mais ces phases-là, elles sont très très raccourcies et on sait que c'est que à chaque fois ce qu'on va développer. Nous, on dit, ben, en fait, on développe, même s'ils nous ont exprimé un besoin, on sait que c'est une hypothèse. Et du coup, ben, en fait, sur le cycle d'après, ils vont nous faire des retours sur l'hypothèse et nous, on va changer, on va refaire un impact mapping pour l'améliorer. On a vraiment des itérations qu'on essaie de garder le plus court possible, quoi, pour éviter, comme tu dis, un long cycle en V ou en waterfall. C'est pas ce qu'on recherche, quoi. Donc on est en train de dire qu'il y a ces cycles courts. Ces cycles courts, ils viennent étayer non pas seulement qu'on a répondu aux besoins fonctionnels, mais à l'impact de ce besoin fonctionnel. C'est ce qu'on est en train de dire? Ouais, grosso modo. Après, il peut y avoir des cycles on peut avoir parfois besoin de plusieurs sprints, plusieurs cycles pour atteindre cet objectif. Mais on essaie quand même de garder toujours quelque chose d'un peu concret et de pouvoir borner un petit peu, définir un scope sur ce qu'on va développer. Ouais. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que un produit pourrait dire ah oui, mais des fois, mais l'impact, on peut pas le voir directement au bout de 5 ou 10 jours ou à la fin d'un seul cycle parce que l'impact, c'est de la récupération de data. Ouais. Donc on n'est pas en train de dire qu'on est sur un cycle produit vraiment from discovery to production et résultats, etc. On est sur un cycle produit à l'intérieur pour ce qui est de l'ordre opérationnel des choses. On vient se concentrer avec le métier sur des itérations courtes. On vient exprimer le résultat attendu de ces itérations courtes à travers un format très métier, très naturel, qui n'a rien de technique. Ce qui est anecdotique, c'est que nous, plus bas, côté développement, on vient mentionner des choses qui ont des importances techniques pour nous, ce qui est normal. Mais dans cet ATDD, on ne les mentionnera pas. Et à la fin de ces itérations, on sera capable de dire, OK, revoyons ce que nous étions en train de faire et continuons. Donc Ouais, vraiment, on est dans la définition d'agile ici. ouais, on essaie en tout cas. Ouais. Je dis pas qu'on n'a jamais de dérive, hein, mais on essaie au maximum. Ouais. Mais c'est agile par essence, il n'y a pas deux boîtes qui font agile de la même façon. C'est agile, c'est avoir des process qui sont adaptés à l'équipe et aux besoins de l'équipe dans le contexte actuel. C'est ça qui est extrêmement important. Moi, j'aurais une question peut-être un petit peu plus technique. Donc, si je comprends bien, l'issue de cette de phase de conception, c'est d'avoir ce qu'on appelle de la spécification exécutable. Donc des tests finalement. Ces tests sont écrits en langage naturel ou ils sont écrits en langage de programmation, quitte à ce que ce soit un langage créé à l'intérieur du langage de programmation. En gros, est-ce qu'on est plus sur un format type Gherkin ou est-ce qu'on écrit directement des tests automatisés type XUnit? Non, on est vraiment en fait, on est sur une syntaxe Given One Zen, où on a essayé pareil, de piocher un petit peu dans l'approche de déferler sur Ouais. les 4 niveaux de test, avoir vraiment une DSL qui est totalement orientée métier. Alors nous, elle se fait sous forme d'interface très très simple, très très basique. On n'a pas de truc un peu fluent, hyper poussé, en tout cas sur la partie DSL. Donc Ok. il y a vraiment un 1 pour 1 sur les spécifications, les exemples qu'on va donner, qu'on va écrire, avec ce que nous, on va écrire en termes de test. C'est exactement le même langage. Et ensuite, après, on va avoir des drivers qui vont dire, OK, sur l'interface du langage métier, je prends étant donné que j'ai déjà créé une commande, et ça, là, on va lui dire, OK, ben, selon ce que tu vas tester, en unitaire, en end-to-end, en playwright ou en intégration j'en sais rien. Mais en fait, on va dire, ben là, ça vient taper sur tel élément, ça vient taper sur tel élément, et du coup, on va avoir la technique qui va être cachée derrière ça. Et on va avoir une couche d'abstraction qui est vraiment notre DSL qui est orientée métier, qui peut se lire, c'est pas le cas, mais qui pourrait se lire par un PO.
Donc, si je comprends bien, et là aussi, pareil, je vais un peu vulgariser pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers avec la façon de travailler de Dave Farley, tu vas créer un langage métier dans ton code à travers des interfaces. Et ces interfaces peuvent avoir différentes implémentations. Certaines implémentations vont être très rapides parce qu'elles vont fonctionner in memory, en local, dans la RAM de l'ordinateur. D'autres vont lancer le serveur HTTP, la base de données et toute l'API qui va avec. Et d'autres encore vont exercer le navigateur directement à travers un playwright, si je comprends bien. Exactement, ouais. Ok. Est-ce que le fait de mettre en place toute cette architecture avec toutes ces implémentations, on va dire qu'il y en a à minima deux, celle en mémoire et celle en intégration, est-ce que ça n'est pas lourd à mettre en place? Quel est ton ressenti là-dessus? Bah, disons que c'était avant l'IA, en fait, j'avais l'impression parfois, effectivement, de faire un peu de la suringénierie, de masturber un peu intellectuellement, des fois. Mais maintenant, je trouve que c'est en fait le débat se pose même plus, quoi. Ça va aussi vite de le faire avec ou sans. Et on sait tous les avantages, ça a été prouvé plein de fois dans des stats, dans des études, etc., que ben, fonctionner en TDD, ça baisse le nombre de bugs, ça améliore la qualité, ça améliore la stabilité. Donc en fait, on dit, ben, l'IA nous le fait dans un cycle un peu propre, on arrive à le faire générer quasiment aussi vite que si on générait le code sans. Pourquoi s'en priver, quoi? C'est là où je Donc trouve que si, l'IA de bien bosser, quoi. donc si je comprends bien, tu en es arrivé à un stade, en tout cas dans ton projet avec ce client, où tu es en mesure de spécifier en langage quasiment naturel ce que tu attends du logiciel et tu es capable de vérifier en quelques secondes pour les tests unitaires et peut-être un peu plus longtemps pour les tests d'intégration que tout fonctionne comme attendu à travers la spec. Et tu peux faire lire du coup cette spec à un produit, à un product owner, à un client pour le montrer, regardez, voilà comment le logiciel marche. Les tests passent en vert, ceci est la preuve que ces fonctionnalités-là ont bien été implémentées. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ouais, carrément. En tout cas, on est vraiment. Alors pour l'instant, on n'a pas trouvé de faille à ça. On va sûrement trouver dans les mois qui arrivent, encore une fois, parce que le flow avec l'IA, il est super récent et du coup, évidemment, c'est jamais hyper stable. Mais en tout cas, on est vraiment. Enfin, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur de la documentation vivante au terme de. Comme dans le bouquin Spec by Example de Goshko, je Ouais, crois. Euh, Goshko Adzik. on a vraiment, nous, on se sert de l'IA, on pourrait non pas s'en servir, mais en tout cas, la doc, on n'a pas de doc, en fait, c'est nos tests, et à chaque fois qu'on veut dire, ben, viens, on vient de mettre en prod ça, on vient de mettre en test ça, vous pouvez checker, on demande à l'IA de scanner nos tests, de rédiger la doc, la liste des fonctionnalités, etc. On est vraiment sur de la documentation vivante, et mis à part l'atelier d'impact mapping, on n'a rien d'autre que notre code qui fait office de source de vérité sur ce qui existe, quoi. Ça, c'est intéressant. Je m'attendais à ce que tu me dises. En réalité, moi, je viens d'écrire à travers ces documents de spécification et à travers ce langage naturel, et l'IA, finalement, va remplir le reste. Mais ce que tu es en train de dire, c'est, à travers ce langage naturel, l'IA vient exporter, vient construire un modèle naturel, visuel, mental de ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que dans le monde avant IA, en ATDD, tu avais ton langage naturel qui s'interfaçait, et par interfaçait, je veux dire qu'il y avait une couche d'adaptation derrière sur comment on allait appeler soit mon playwright, soit mes use cases, soit mes, etc. Dans le monde d'après, cette partie-là n'a pas changé. On le fait toujours tel qu'on le faisait avant. Et la partie IA, aujourd'hui, votre expérience, elle se positionne sur comment est-ce que je peux extrapoler à partir de mon langage naturel tout un tas de fonctionnalités à objectif d'atteindre mon client sur qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans ce système. Hmm. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, Ok. c'est exactement ça, et ça permet de. Ce qui est assez cool avec ça, c'est que ça a vu que ben, on est sur quelque chose de vivant, on a une source unique de vérité, mais ça permet assez vite au client de dire bon ben j'ai la liste de toutes les fonctionnalités qui existent avec toutes les règles métiers à checker, etc. Ben, très rapidement, il peut venir checker ça et vérifier le comportement réel, voir s'il n'y a pas des trous, parce que c'est pas parce qu'il y a un test que ben, c'est parfaitement le comportement attendu. On peut avoir des trous dans le test, on peut avoir bon, des manquements, mais en tout cas, lui, il peut dire tiens, ben, j'ai testé ça, effectivement, il manque cette règle métier, il nous l'ajoute, il nous la propose, on en discute avec lui, on se refait un atelier ou pas. Et ensuite, nous, on a juste à réimplémenter ça en test et refaire le cycle. Et en fait, on a vraiment ce truc, notre code est devenu vraiment notre doc, quoi. Enfin, notre test, en tout cas, sont devenus notre doc. Ok, j'avais manqué quelque chose dans ce que tu disais, ça veut dire.
parce qu'il y a feedback entre les deux. Il y a feedback entre le langage naturel que vous fabriquez qui est adapté pour ensuite aller exécuter pour de vrai les tests et puis la documentation. C'est-à-dire qu'une fois que cette documentation, elle est potentiellement mise à jour, parce qu'en fait, l'humain du métier, il voit ça et il dit « Attends, de quoi? N'importe quoi. C'est pas normal, cette règle-là là, que l'IA m'a exportée. » C'est même pas que c'est l'IA qui a exporté, c'est juste la doc qui est vivante. Et puis en train de dire « Ok, donc en fait, il y a sujet ici, et ça vient backfeed sur le langage naturel, parce que ça veut dire qu'en réalité, dans la conversation qu'on a eue, ingénieur et métier, il y a eu un trou dans la raquette. » C'est ça qu'on est en train de dire. Ouais, ça, ou soit dans la conversation, soit on a mal rédigé certains exemples que nous on a en interne, soit on s'est juste planté dans l'implémentation du test, et en fait ça ne check pas la bonne chose, on a un faux positif ou un faux négatif, ce qui n'arrive jamais évidemment. Et on s'est planté, et en fait voilà, l'avantage c'est qu'on peut le voir très rapidement si on s'est planté, quoi. Et du coup, nous on s'exporte ça, je sais pas, sous forme de CSV, dans Notion ou je sais pas quoi, que le client il peut rechecker, il peut nous faire un retour, et nous on sait exactement quel est l'endroit, quel est le test concerné par ce retour, ou quel est le manquement, quel est le test qui manque sur le retour, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. c'est très clair et ça insinue, mais peut-être que je me trompe, ça insinue que dans le monde d'avant, bah, globalement, le client avait à aller lire ce langage naturel du Gherkin, du machin, etc. Ou le métier en tout cas, pas le client, mais le métier du client, le métier côté client. Alors que là, maintenant, on lui donne une transcription beaucoup plus humaine que ce langage naturel. Il était déjà quasiment naturel, mais là, maintenant, on vient de le rendre encore plus naturel. Ouais, alors dans le monde d'avant, nous, on le faisait pas. On a toujours essayé d'éviter le fait que enfin, on n'a jamais réussi à mettre en place vraiment la promesse de tous les frameworks de BDD ou de PO où le client va lire directement. Ça, pour moi, ça n'a jamais marché. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ça, etc. Le seul truc qui a vraiment changé là-dessus, c'est qu'avant, on faisait déjà ce travail-là, finalement, de dire, bon, on a telle fonctionnalité par les tests qui sont implémentés, on le montre au client, on le montre au client. Avant, ce qui était compliqué, c'était de maintenir ce truc un peu ISO entre les deux, où il y avait forcément un moment ça dérivait. Avec l'IA, ce qui est, en fait, c'est qu'on les écrase totalement, on les recrée, et en fait, on les pousse automatiquement sur Notion, on les pousse automatiquement sur tel format, et du coup, on a forcément un truc qui est basé sur les tests. Le recettage qu'il fait, il est forcément basé sur les tests, quoi. En tout cas, donc l'avantage, c'est que ça simplifie le tout, et du coup, ça nous permet vraiment d'automatiser et qu'il n'y ait plus de gap, quoi. Donc, on va continuer avec cette nuance. Ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le langage naturel, Gherkin, etc., il n'est pas 100% naturel, en effet. C'est l'IA, elle, qui rend naturel le truc. Mais on le comprend comme ça par biais entre nous, mais en effet, il n'est pas 100% naturel pour des PM, des gens qui sont du métier, etc. Ouais, je peux vous montrer un petit exemple si vous voulez. Ah, Avec je plaisir. suis là pour ça. Alors, Et je profite de ce petit instant, mais du coup, c'est quelque chose que tu as mis toi en place, tout ce process? Est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en place? Est-ce que ça a été facile à mettre en place? Parce que c'est quelque chose que, l'air de rien, on ne voit pas très souvent. bah, honnêtement, ça a été facile, mais j'ai eu la chance, enfin, c'est moi qui l'ai mis en place, ouais, en grande partie en tout cas. J'ai eu la chance je bosse avec cette bureau de développeur qui s'appelle Plop depuis janvier. J'ai eu la chance d'arriver pile au moment où il voulait structurer, donc Jordan, là, le boss, il voulait structurer les choses. Et du coup, il m'a vachement laissé un peu main libre là-dessus pour mettre en place des choses tant que ça marchait, en fait. Et c'est vrai que du coup, ben, enfin, j'étais un enfant à Toys R Us, quoi. Donc en fait, je pouvais mettre tout en place tant que je prouvais que ça marchait, et tant que je prouvais que j'étais pas en train de juste partir dans mon délire. Ben, en fait, il m'a laissé tout mettre en place. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'investissement là-dessus, ben, il est en train de payer, parce que ben, on a eu la chance de se rendre compte qu'avec l'IA, les tests et l'ATDD, etc., c'était encore plus devenu indispensable, quoi. Donc en fait, ben, c'est feu, quoi. Et quelle a été ta plus grosse difficulté dans la mise en place de ce process? Euh, et de réussir à avoir quelque chose. Comment je pourrais l'exprimer? Mais il y a déjà le fait que, ben ça on le voit beaucoup en ce moment, il y a déjà le fait que ben, on a un rythme de dev et de spécification en ATDD, etc., avec l'IA qui est super rapide, et en fait là c'est le métier qui n'arrive plus à suivre. On voit un peu ce débat avec les systèmes de SDD, etc. On peut développer super vite, mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de développer super vite si le feedback ne suit pas? Donc, on a déjà Mm. cette difficulté-là, où on a dû presque se calmer parfois sur le dev pour dire, attends, on n'a pas les retours là, on va pas aller plus loin que ce qu'on voulait faire.
Et après, c'est toujours la difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait monter en compétence le reste de l'équipe pour pas partir dans un truc complètement égocentré où moi je suis hyper content de ce que j'ai fait, ça marche bien, je comprends à peu près tout ce que j'ai fait parce que c'est moi qui l'ai mis en place. Mais si l'équipe n'arrive pas à suivre, comme tu disais tout à l'heure, en fait la qualité c'est bien, mais la qualité c'est contextuel. Donc en fait, si le reste de l'équipe est pas fan de ce que tu as mis en place ou que le fait à reculons, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est la partie de comment est-ce qu'on fait monter en compétence, et ça, c'est pas évident non plus. Ok. Tu arrives à imaginer un univers dans lequel c'est difficile de faire accepter émotionnellement l'imaginaire du coup cognitif que ça pourrait être. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face de toi, un client, qui se dit, comme je ne connais pas, que tes mots me font peur, que mes équipes potentiellement ne comprendront pas, alors je te dis non. Et ça, c'est très difficile à contrer. Donc je suis un mélange de content de voir que ça se passe bien de ton côté avec ça, et déçu que ça se soit passé si bien pour toi parce que j'aurais aimé poser ces questions, qui sont mes questions préférées. Ouais, non, encore une fois, en plus, on arrivait sur un début de gros projet où il y avait un peu tout à faire, tout à structurer, et en même temps, on a eu la chance, entre guillemets, de pas avoir de PO, et du coup, de pouvoir, en fait, faire directement ce matching entre tech et PO, et du coup, en fait, c'était forcément à l'unisson, parce qu'en fait, on a tout cadré dès le début et tout mis en place. Il faut que le ATDD soit correspondant à l'impact mapping, il faut que l'impact mapping puisse être machin. En fait, du coup, forcément, quand tu es en train de tout développer en même temps, ça fait plus de sens que quand il y a des briques qui sont récupérées historiques, qu'il y a un dev qui veut bosser comme ça, un PO qui veut bosser comme ça, forcément, tu as plus de glu, quoi. Là, en fait, on a la chance de top, et l'IA est arrivé, et du coup, ça fait vraiment nickel. Donc, ouais, non, là-dessus, en tout cas, je suis plutôt content de pouvoir le faire. Après, encore une fois, ça dépend des projets. Il y a des projets où on bosse comme ça. Il y a des projets où on bosse en cycle en V. Il y a des projets où on n'a que des tests end-to-end à certains endroits. Il y a des projets où on n'a pas du tout de cleanarchy. Il y a des projets, enfin, ça Mm. dépend vraiment de qui bosse dessus et de quel est l'intérêt, quoi. Ah, ça, c'est la nuance obligatoire qui n'aide jamais dans la pédagogie, mais qui existe partout. Ça, c'est sûr. Ouais, avec la qualité contextuelle, quoi. Et oui. J'ai fait un petit screenshot là. Si vous voulez, je me le mets en partage. Alors. Et Toujours. ce process que tu as mis en place, tu l'avais déjà mis en place avant ou c'est vraiment la première fois que tu expérimentes, je me doute que tu connaissais déjà le principe, que tu avais déjà étudié le principe, mais est-ce que tu l'avais déjà vraiment mis en pratique avant ce projet? Ouais, d'ailleurs, avant que je bosse donc, dans ce bureau de développeur, je bossais en freelance. Et avant ça, dans une autre boîte sur lequel j'avais déjà. Alors, sur l'ancienne boîte, j'avais mis en place des simili-approches qui ressemblaient à ça. En freelance, j'étais déjà quasiment sur ce process-là. Mais l'avantage du freelance, c'est quand tu bosses dessus tout seul, tu peux te permettre de dire je bourrine sur la qualité. Il n'y a personne qui va me dire qu'est-ce que tu fais, il faut livrer là. C'est génial. Ah, j'ai connu ça aussi, c'est merveilleux. Donc après, une fois que je me suis un peu pris la tête, que j'ai perdu du temps sur des conneries, que j'aurais pas pu perdre du temps dans une vraie boîte avec des vrais deadlines, etc., j'ai pu la mettre dans une vraie boîte tout en respectant les deadlines même en les raccourcissant, quoi. Donc je pense que j'ai eu pas mal de chance dans ce process, tout s'est bien goupillé, quoi. Ok. Ce, ce que l'on voit à l'écran, ce sont les interfaces qui, en réalité, matchent un pour un l'expression pseudo-naturelle dont on parlait, Gherkin, etc. J'arrive à le voir là avec le wording. Ouais, Given Et, Wenzen. ouais, et l'implémentation de ces interfaces dépendra de est-ce que je suis en intégration, est-ce que je suis sur du Playwright, est-ce que je suis sur du unitaire, etc., etc. Ça Ouais. veut dire que ces interfaces sont le résultat d'une conversion du Gherkin. Euh, Automatique, j'imagine. ouais, en fait, il y a même pas vraiment de conversion, parce qu'au final, elles sont. Enfin, si, il y a une conversion qui se fait en mémoire, mais du coup, c'est l'IA qui va générer, enfin, en tout cas, en binôme, les exemples, vraiment structurés given when then. Euh, Sur les exemples métiers qu'on avait déjà spécifié avec le métier qui était complexe, on a déjà une pseudo-structure given when then, mais qu'on a vraiment fait simplifier pour que le métier soit embarqué dans le truc, euh, Mhm. qui va se servir de ça sur certains exemples qui sont critiques. Sur d'autres exemples, c'est l'IA ou avec des skills, etc., qui a l'instruction de le générer de cette manière et qui est pour instruction, grosso modo, de couvrir toutes les branches de code possibles sous forme de langage métier. Je viens de réaliser un truc d'ailleurs quand on parle, David, mais
je viens de réaliser un truc. Tu es en train de dire que le produit, si ça se trouve, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais dans un futur très proche, le produit, il sera capable de dire, attends, en naturel, il change un mot, et ça backfire pour appeler la bonne chose au bon moment, changer les paramètres, parce que le Gherkin, du coup, est backfeedé dessus. Les interfaces elles-mêmes existent déjà. Et derrière, en fait, les implémentations sont appelées correctement. Ça veut dire que dans un monde idéal, dans la spécification purement naturelle métier, tu changes le poisson en voiture et il est OK. Et puis instantanément, le produit, le métier est capable d'exécuter ces tests pour voir si ça marche bien. Ouais. J'essaie de me faire l'avocat du diable et de voir des endroits où ça pourrait bloquer. Après, évidemment, mais pour moi, il faut qu'il y ait le développeur ou quelqu'un dans la boucle qui peut valider que l'implémentation de cette partie interface, elle soit cohérente pour pas avoir des faux positifs ou des tests qui sont complètement flaky. Parce qu'on essaie de mettre en place un peu, même sur les cas simples, de la triangulation, etc. Donc, si le métier dit pas, ben, j'ai besoin de tel ou tel élément, de vérifier par 2 ou 3 exemples que ça fonctionne bien, mais ça va être compliqué. Mais oui, on n'est pas très, très, très loin de ça, en vrai. Même si je pense que pour moi, c'est pas forcément une bonne idée à voir. Peut-être dans 6 mois, j'aurai un avis complètement différent sur le truc, mais ouais. Si je comprends bien, tu as une interface par exemple ou une interface par feature. Ouais, par exemple. C'est par exemple, ok. Donc, si vous posez en session de product discovery, de découverte du besoin et que vous faites votre atelier de BDD ou de ATDD ou peu importe, et que vous mettez en place du coup différents exemples pour différents scénarios, vous allez avoir une interface par scénario. Ouais, c'est ça. Ce qu'on faisait Ok. pas avant. Avant, j'essayais d'avoir un truc un peu plus fluent pour éviter Hmm. trop de doublons, parce que c'était un peu compliqué à maintenir. Avec l'IA, je trouve que le problème ne se pose pas. Et le fait d'avoir Mhm. un exemple, après, évidemment, j'ai des endroits où il y a de la factorisation, hein, mais le fait d'avoir vraiment un exemple une interface par exemple, ça permet de dire, OK, ben, cette interface, je peux l'implémenter en use case, en test use case, cette interface, je peux l'implémenter en test end-to-end, et de ne pas avoir 12 000 effets de bord partout, quoi. On a vraiment un truc qui sont séparés. À voir si j'y reviendrai au bout d'un moment, mais pour l'instant, ça me va bien d'avoir vraiment une interface, un exemple, un test, du coup. Ok, mais donc du coup, vous allez avoir par exemple given I am authenticated as, given order exists, vous allez avoir un peu de duplication dans le code. C'est attendu. Ouais, en tout cas, sur la partie implément, donc sur le driver qui va implémenter ça, Ouais. par exemple, si ça vient tester la partie application domaine via le use case, on va checker que l'implémentation, le driver de ça, qui tape sur le use case, qui tape sur n'est pas dupliqué, tu vois. Pardon, Ouais, ok. sur la partie mise en état. Mais du coup, Mhm. C'est-à-dire que ça va en dessous, au niveau de la connectique, appeler le même service, le même use case, la même classe qui va gérer l'implémentation de ce flow. C'est ouais, juste le use case, l'interface du scénario qui est répété. ouais, c'est ça. Et Ok. si on aide un petit peu plus les juniors à se faire une idée, on est en train de dire que par exemple le premier, Reception Date Registered Successful DSL, il est potentiellement implémenté en 2 types de tests, un test playwright et un test unitaire use case. Et dans ce Ouais, cas-là, par exemple, pour les gens qui veulent réfléchir de manière concrète, on pourrait dire given system is operational dans un cas, c'est est-ce que j'ai réussi à avoir une 200 sur ma page d'accueil? Et dans le cas d'un use case, c'est potentiellement rien parce qu'on sait qu'on a une memory et c'est complètement viable. Dans le cas de given order exist, on est sur je suis allé sur telle page pour voir que l'order était déjà bon quand on est du côté playwright et quand on est du côté use case, on est sûr de toute façon, moi, je me suis assuré que mon stub, il avait bien la bonne data fixturée dedans, etc. C'est pas mal. ouais, c'est ça, ouais. Alors nous, sur les étapes de given, donc la mise en état, on essaie au minimum, enfin, on essaie de pas trop passer par les use cases existants ou la partie playwright existante. On fait tout, soit en tapant directement dans la base de Bien données, sûr. soit en mettant une memory. Mais oui, c'est l'idée. Ouais. En tout cas, celui-là, le cas nominal, par exemple celui-ci, il va être implémenté dans absolument toutes les couches. Et après, selon les exemples, donc selon les interfaces, si ça tape sur une règle métier et que j'ai 5 vérifications de règle métier ou d'un variant dans mon code, le use case va tous les checker. Donc le test, les tests liés à ça, ils vont
tous être câblés sur la partie use case. Par contre, côté end-to-end, on n'aura qu'un seul, parce qu'on sait que le use case va renvoyer le même type d'erreur, et du coup, j'ai besoin de checker qu'une seule règle métier, j'ai pas besoin de tester les 4 autres scénarios, quoi. Donc en fait, on a nos critères d'acceptation, nos tests d'acceptation qui sont mélangés entre du end-to-end, du use case pour vérifier que ça correspond à ce qui est attendu, quoi. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des scénarios, donc du coup des interfaces qui sont non fonctionnelles? Parce que je sais que c'est un sujet qui est euh, sans raison, je trouve, un petit peu tabou. Déjà, le simple fait de parler de termes de fonctionnel et de non fonctionnel, ça a tendance à faire jaser. Mais est-ce que vous avez des interfaces, des spécifications qui sont écrites par les développeurs pour les développeurs? Ouais, en vrai, les trois quarts de nos interfaces, donc de nos exemples, donc de nos critères d'acceptation, en fait, on peut les appeler comme on veut, on les écrit nous en interne et c'est quelque chose que le client ou que le métier ne connaît même pas. Typiquement, là, j'en ai pas, mais si moi, si je veux avoir un scénario où je viens dire si jamais euh, la persistance explose, la base de données ou là, j'en sais rien, euh, je veux renvoyer tel type d'erreur, ou en tout cas, Mhm. message ou autre. Ça, j'ai pas besoin d'en discuter avec le client parce que, donc en fait, c'est quelque chose qui est à la fois pas discuté avec la partie métier, etc., qui est fait pour le développeur, mais qui sert à la fin finalement le métier parce qu'il sait que si jamais il se passe quelque chose, c'est couvert, quoi. Et il peut modifier le message, enfin, il peut nous donner une indication sur le message. Donc, il y a certains tests, effectivement, qui sont faits comme ça. Euh, Après, on n'est pas sur les algos non plus de l'espace. Donc, on a assez peu de TDD classiques où on vient faire émerger vraiment petit à petit et qu'on fout à la poubelle. Après, on a assez peu de tests comme ça. Donc, on n'en a même pas du tout. Généralement, les tests qu'on a, on les met pas trop à la poubelle parce qu'ils sont tous orientés métier et qui nous servent après, encore une fois, selon les fonctionnalités. Peut-être que demain ou après-demain, on aura ce type-là de test qui nous servira juste à développer et qu'on foutra à la poubelle après. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Justement, à ce sujet, est-ce que ces tests-là que vous écrivez avec ces interfaces sont suffisants ou est-ce que vous avez des tests intermédiaires, des tests d'intégration, des tests unitaires qui sont plus ciblés, qui sont en dessous de ces tests-là, de ce langage-là? Non, pour l'instant, non, on n'en a Pas pas. du tout. Non. Mais j'allais dire, en fait, le moment où tu considères que cette interface-là, c'est en réalité ta frontière fonctionnelle, alors en réalité, on sait que c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça va déclarer un adapteur de gauche, et puis l'adapteur de gauche, il va aller taper tes use cases derrière. Mais dans les faits, on peut déplacer la frontière à cet instant-là et dire, je ne fais du fonctionnel qu'à travers cette frontière-là, et non pas celle qui est un petit peu plus bas. On est capable de faire la distinction, nous, développeurs, qu'on comprend bien qu'on vient driver à partir de cette frontière plus haute plutôt que de la frontière d'en bas. Et donc, en réalité, on peut supposer, faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus à froid d'ailleurs, mais on peut supposer qu'il n'y a pas besoin de faire en dessous parce que il existe un point de 1 à 1 entre la frontière au-dessus et la frontière en dessous, dans mon monde parfait, en tout cas. Ça veut aussi dire que ça insinue très fortement que tu es en clean archi en dessous. J'hypothèse que si tu n'étais pas en clean archi en dessous, ce serait très très vite le bordel. Ouais. Mais ça, c'est bon, on peut dire ça de plein de choses. Et je suppose aussi en voyant ça que dans le monde réel, si on a un idéal de 1 à 1 entre cette frontière fonctionnelle-là, la vraie frontière fonctionnelle qu'il y a entre l'adapteur de gauche et le métier en bas, euh, alors tu refacto très souvent tes adapteurs qui font appel à la vue, Playwright, etc., et très très peu tes adapteurs qui ne font que de la glue cleanarchy. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Après, je t'avoue qu'on s'envoie souvent des missions refacto et on fait exploser tous les tests, on refacto aussi Ouais. parfois les tests, mais c'est quand on se dit, bah, finalement, j'aimerais plutôt tester ça, j'aimerais plutôt essayer de voir si ce fonctionnement il va bien. Et en fait, on se fait des gros chantiers comme ça, mais ouais, non, sinon sur le reste, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais que c'est pas forcément le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler et je pense que ça vaut le coup que je vous fasse un petit peu mon retour d'expérience. Et je suis d'accord avec vous, ce genre de test purement métier, mais surtout le genre de test qui veut vérifier le comportement depuis l'extérieur, donc qui va un petit peu traiter le logiciel comme une boîte noire
et qui va envoyer des stimulus à l'intérieur pour vérifier qu'en sortie, on ait les bons résultats. Ça fonctionne, c'est suffisant pour une certaine classe de logiciels et pour une certaine classe de use case, certaines classes de features que l'on veut tester. Mais le problème, c'est que puisqu'on est en train d'envoyer des stimulus dans une boîte noire, bah, cette boîte noire, elle reste opaque. Et cette boîte noire, elle peut être construite d'une centaine de façons différentes. Sauf qu'il y a des façons de la construire qui vont être plus efficaces, soit plus performantes, soit plus simples à modifier, soit plus sécurisées, soit qui vont cumuler différentes propriétés. Et ces propriétés-là de cette boîte noire ne sont pas du tout influencées par ces tests extérieurs. En d'autres termes, la qualité du design n'est pas assujetti à ce genre de test. Avec ce genre de test, vous pouvez dire le système fonctionne, mais vous ne pouvez pas dire le design de mon système est un bon design. Vous voyez où je veux en venir? Ouais. Je vous dis ça parce que de mon expérience, j'ai eu le cas où j'ai dû développer une application avec des intégrations. Donc, il y a des use cases. Et ces use cases vont faire la même chose. Par exemple, je vais avoir un use case qui va s'appeler télécharger un fichier. Ok, c'est un use case qui paraît banal. Sauf que derrière, télécharger un fichier, ça peut être téléchargé depuis Dropbox, depuis Amazon S3, depuis Google Drive, depuis différents types de systèmes de fichiers. Et tester ce use case ne m'aide pas à architecturer et designer la façon dont je vais coder ce système avec ces différentes intégrations. Et donc, du coup, c'est pertinent d'avoir des systèmes, des tests à l'intérieur de cette boîte noire qui vont venir mettre en place ce design, challenger et consolider ce design vis-à-vis des propriétés que l'on cherche à obtenir. Dans ce cas-là précisément, moi, ce que je voulais obtenir, c'est un design qui soit facile à modifier. Je veux pouvoir ajouter une intégration à Google Drive ou à un truc sur GCP ou sur Microsoft très rapidement avec le moins de code possible, avec juste le delta qui consiste à configurer et télécharger le fichier. Et ça, malheureusement, les tests qui viennent de l'extérieur purement métier, déjà n'ont pas vocation à aller vérifier que ça fonctionne avec Ah oui. Google, avec S3, etc., etc. N'ont pas cette vocation du tout. La seule vocation métier, c'est de dire, lorsque j'appuie sur le bouton et que j'ai quelque chose de connecté, que ce soit S3, Drive, etc., que le fichier soit téléchargé et qui s'appelle toto.jpeg, si toto.jpeg existe. Vous voyez, là, en fait, il y a deux dimensions que l'on va avoir dans ces tests-là. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que dans ton cas, à toi, ces tests-là sont suffisants? Parce qu'il y a des cas où ça l'est. Le cas où effectivement, bah, l'exemple que je viens de vous dire ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas forcément d'intégration, ou il n'y a pas forcément un design complexe derrière, c'est assez straightforward. Mais il y a des cas où il y a besoin d'aller plus loin justement dans la rédaction des tests. Et je me permets un petit peu d'appuyer dessus parce que je sais que c'est également un discours que j'entends très souvent, que les tests de type ATDD de l'extérieur suffisent et que les tests intermédiaires sont redondants et n'ont pas d'utilité. Et de mon expérience, il y a des cas où justement bah, les tests à l'intérieur, c'est ce qui va vous aider à concevoir et à vérifier que votre design fonctionne selon les propriétés que vous cherchez à obtenir de ce design. Parce que c'est impossible de le faire avec des tests métiers qui viennent de l'extérieur. Ouais, je vois ce que tu dis. Je serais peut-être un peu plus mitigé dans le sens où nous, on a nos US qui sont effectivement métiers, nos règles qui sont effectivement métiers, nos exemples qui sont métiers, mais effectivement, ce que je n'ai pas précisé, que c'est nos exemples, donc notre DSL de test, nos exemples, ils peuvent parfois embarquer de la technique. Mhm. Technique, c'est pas, ça renvoie une erreur 500, c'est quand tu parles d'authentification avec Google, etc. Pour moi, si c'est un besoin métier qui puisse se connecter avec Google, est-ce qu'on est sur, tu vois, de la technicité de la connexion avec Google ou est-ce que c'est un besoin métier et du coup on peut l'embarquer dans une spec type test, tu vois. Et les tests intermédiaires, en fait, j'ai du mal à voir dans quelle mesure, si je fais une interface qui est, étant donné que mon système est opérationnel, quand je me connecte en utilisant Google, dans ce cas-là, je suis bien connecté.
Mais en fait, effectivement, on teste depuis l'extérieur de la boîte noire, mais pour moi, il n'y a pas de comportement qui, qui sont par défaut euh, totalement embarqués dans la boîte noire et qu'on ne pourra pas tester même en testant depuis l'extérieur. Parce qu'en fait, on peut toujours être à l'extérieur de quelque chose. Si j'ai besoin d'aller d'une manière plus granulaire à l'intérieur, je peux garder mon interface avec ce système-là, mais je peux venir tester juste un autre petit bout en unitaire de mon code. Pour moi, tout En peut fait, être il y a du euh, métier. je crois que vous dites pas la même chose. Parce que l'exemple prix vient nous leurrer. On peut dire que l'équation qui mène au résultat, ce résultat, on l'appelle ça marche, est composé de différents facteurs. Un de ces facteurs les plus importants, desquels on parle très très souvent quand on parle de tests sur boîte noire, c'est cela fait ce que je veux que cela fasse. Ça fait ce que je veux que ça fasse. Et c'est un facteur de l'équation. Pour ce Mhm. facteur de l'équation, ATDD semble être un bon outil. TDD est lui-même un bon outil. Et pour tout un tas d'autres choses, bah, ce serait abuser de l'outil que de croire qu'il est le bon pour les autres facteurs. Je vais donner un exemple ridicule. Admettons que j'ai un adapteur à droite qui fasse des appels API. Le moment où je fais de l'ATDD dessus, il me semble que bah, si j'utilise Playwright, il va en effet y avoir un appel production ou production-like sur cet endpoint qui ne m'appartient pas potentiellement. Et à ce moment-là, admettons qu'un facteur de l'équation soit le prix que me coûtent ces appels API. Admettons que l'adapteur de droite fasse 2 appels API alors qu'il pourrait en faire que un. Ça veut dire que j'ai 2 fois le coût en dollars de cet adapteur de droite. Bah, ATDD ici n'a pas pour but de vérifier cette chose-là. Et du coup, en fait, on ne peut pas dire ATDD est un mauvais outil pour ça. C'est pas l'outil pour ça. Il faudra forcément, en effet, un mécanisme. On peut appeler ça test si on veut, mais il faudra en fait un mécanisme pour checker ce facteur-là de l'équation. À la même raison que euh, aujourd'hui, pour tester que l'on a bien le bon modèle fonctionnel dans notre corps métier, bah, c'est pas des tests en boîte noire qui forcément nous donneront la bonne logique. À un moment, il y a une intelligence humaine qui vient dire oh, tiens, fun, je pourrais mettre un agrégat, je pourrais mettre des entités comme ça. C'est pas la bonne, je vais utiliser celle-ci. Mais en fait, les tests en boîte noire ne nous disent pas c'est le bon ou le mauvais modèle. D'ailleurs, au passage, parce que les choses sont bien arbitraires là-dedans. Donc, je En pense que fait, effectivement, comme tu le dis, Joey, ça n'a pas d'impact. Tu as ta série de tests en boîte noire. À l'intérieur, tu peux avoir du pur procédural, tu peux avoir de l'orienté objet, tu peux avoir du fonctionnel, tu peux avoir des aggregates, tu peux avoir ne pas avoir d'aggregate, tu peux avoir des acteurs, tu peux avoir des threads, tu peux avoir vraiment des milliers d'implémentations différentes. Et cette spec ne va pas vraiment guider vers une direction ou une autre direction. Et différentes implémentations vont avoir différentes propriétés. Et en tant que développeur, et c'est là qu'on va pouvoir un petit peu rejoindre la partie IA, en tant que développeur, l'essentiel de notre métier, c'est justement d'aller vers l'implémentation qui nous permet d'obtenir les propriétés que l'on veut obtenir pour une problématique spécifique. Le fait de pouvoir maintenir le code rapidement, d'avoir de bonnes performances, de pouvoir loquer les règles métiers sans avoir trop de duplication, toutes ces qualités, on va dire, internes à la boîte noire. ouais. C'est littéralement, en fait, ATDD n'est pas l'outil qui permet de vérifier que mon modèle interne, que ce soit des adapteurs ou du corps, soit le bon. Tout comme les chaussures ne sont pas l'outil qui me permettent d'avoir moins froid à la tête quand c'est l'hiver. Ça dépend de C'est la même chose. Après, vous pouvez mettre des chaussures sur la tête d'ailleurs, mais je recommande pas. C'est un usage de l'outil qui est pas le bon. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, l'ATDD La, ici, vas-y, excuse-moi, continue, tu voulais parler. la raison pour laquelle en fait je lance ce sujet, c'est parce que maintenant, si tu n'as pas d'objection, Joey, j'aimerais qu'on aille un peu dans le cœur du sujet qui est l'intelligence artificielle dans la phase de développement. Ok? Parce que tu vas donner à ton intelligence artificielle une spécification et tu vas donner à ton intelligence artificielle une interface avec des tests. J'imagine que tu te fais également écrire les tests avec l'intelligence artificielle, possible ou non. Mais je pense que l'essentiel de l'usage de l'IA, c'est dans l'écriture de l'implémentation. Or, ce que j'essaye de dire et ce que je pense avoir réussi à démontrer, c'est que ces tests, étant donné qu'ils sont en boîte noire,
ne donne absolument aucune indication sur la façon dont l'intérieur doit être implémenté. Comment est-ce que tu guides l'intelligence artificielle vers une implémentation qui satisfait tes exigences et tes attentes? Ouais. En fait, il y a une petite partie quand même du test va guider un peu l'orientation dans le sens où tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'était Joey, la clean archi, ça va être quasiment un prérequis pour pouvoir tester. Donc déjà, on a cette frontière-là qui est mise en place quasiment par défaut. Après, effectivement, je comprends mieux ce que tu voulais dire tout à l'heure. Effectivement, là, on est sur la partie métier, on est sur la partie fonctionnelle, etc. Sur la partie plus qualité de code, structure, architecture, etc. L'avantage, je trouve, avec l'IA, ce qui a changé, c'est que nous, on se concentre d'abord sur le fonctionnel, et notamment avec les développeurs juniors ou même les alternants, on se concentre d'abord sur le fonctionnel, on dit, OK, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Si ça marche, en fait, on peut déployer. Et ensuite, on passe dans cette phase de refacto où on va améliorer la qualité de code, et du coup, bah, ça rejoint un sujet un peu chaud depuis quelques années, c'est le système de PR, etc. Nous, on essaie de totalement l'éliminer en disant, OK, ce que tu as fait, ça marche, on ne te bloque pas ton code, et ensuite, on passe sur la partie refacto. Et là, l'IA va nous permettre et on a développé un petit plugin notamment qui fait ça. Je crois qu'on l'a mis en open source, celui-là. Je ne me souviens plus. En gros, l'idée, c'est de dire, OK, tu développes avec un processus ATDD, tu mets en place la qualité que tu veux, tu mets à l'intérieur comme tu veux pour que les tests passent. Donc forcément, il y aura forcément de la clean architecture, etc. Et après, le but, ça va être, OK, maintenant qu'on a le filet sécurité du au moins end-to-end qui est fait du use case, enfin du test du use case, ben, on va mettre en place de la qualité et le plugin va aller scanner tout un tas de docs et de skills qu'on a mis en place pour lui proposer un peu un refacto intelligent, pédagogique. Dire, OK, là, tu as utilisé, je sais pas, des exceptions. Peut-être que tu peux utiliser un truc un peu plus, je sais pas, un système de result ou quelque chose un peu plus orienté fonctionnel pour gérer tes erreurs métiers, tes exceptions, etc. Et du coup, on a ce refacto qui se fait de manière un peu intelligente par rapport à la qualité contextuelle de ce projet. Et du coup, Ok, donc si je comprends bien, vous allez avoir un agent dont la mission va être de, par exemple, d'écrire les tests qui vont manipuler les interfaces avec le DSL et de mettre en place éventuellement l'infrastructure qui va permettre de lancer ces tests, donc finalement les adapteurs in-memory et d'intégration. Et vous allez avoir un autre agent dont la mission est de faire passer ces tests, peu importe que l'implémentation soit de haute qualité ou pas, du moment qu'elle respecte des standards qui sont minimum. Et ensuite, vous allez avoir en tâche de fond une intelligence supplémentaire, un agent supplémentaire qui va venir parcourir un petit peu le code qui a été implémenté et qui va faire une analyse de la qualité interne pour faire un refactoring. Donc finalement, vous avez vraiment la boucle ATDD qui dit make it work, then make it right. exactement, ouais. C'est un peu Ok, notre mantra, quoi. Et ça, ok. effectivement, on a cette partie-là qui est un peu refacto pédagogique, qui se fait presque en deux temps, qui est voilà, sur la partie plus qu'on a des alternants, des juniors. Et après, sur la partie un peu plus classique, quand le dev sait à peu près ce qu'il fait et c'est à peu près où il va aller, on a sur un cycle ATDD, sur un skills qui est un peu plus mature, entre guillemets, sur le niveau du développeur, qui lui va mettre en place la qualité déjà attendue par les skills et le développeur va juste avoir un rôle de gatekeeper quoi, pour vérifier si la qualité que l'IA a mis en place sur l'implémentation du code, l'architecture, etc., correspond aux standards du projet. Quoi. Et du coup, lui, il va valider que ce qui a été fait. Enfin, il y a un agent qui le fait aussi, mais Mhm. il va valider ensuite en second temps que la qualité correspond à ce qui est attendu. Quoi. Donc, on a Ok. une façon de fonctionner. Quoi. Ok, ce que j'aimerais, c'est que tu nous montres le schéma que tu avais partagé sur LinkedIn, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui m'avait motivé à t'envoyer cette invitation, David, à venir sur le podcast de BTBT, parce que je trouvais que c'était une pipeline extrêmement intéressante, avec pas mal de... En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pipeline, c'est que elle part d'une hygiène vraiment très saine du développement, qui part du besoin, qui veut spécifier le besoin, qui en fait une spécification exécutable, donc du coup du code que l'on peut vérifier, et qui met l'IA dans la boucle. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette boucle? Je pense que ça va reprendre beaucoup de choses que tu as dit depuis le début, donc ça va aller assez vite.
Mais est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de cette pipeline? Ouais, en sachant que, ben, évidemment, il y a quelques petits éléments qui ont changé entre-temps. Euh, Ok. je vous en parlais grosso modo. Ouais. Ça a beaucoup évolué sur les derniers mois, mais le modèle il est à peu près comme ça aujourd'hui. Effectivement, on a plusieurs étapes. La première, elle correspond à la partie discovery de ça, donc de la spécification avec le métier. Mhm. L'idée, c'est de reprendre ce système de user story, mapping, impact mapping, etc. Donc, on est avec le client, on discute de ce qu'on veut développer pour la suite, on discute des impacts attendus, des objectifs et qu'est-ce qu'on va développer. Donc, ça, on le fait via un board Figma avec des cartes assez classiques avec des liens entre les objectifs, etc. Donc, à la fin, on a une sorte d'arbre qui se dessine et on se dit, OK, ben, pour la prochaine itération, pour remplir cet objectif, on va mettre en place ça, ça, ça et ça. Ça, c'est uniquement métier et on le fait avec le client. Donc, c'est juste avant ça et ça embarque aussi ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a on a un système de serveur MCP plugin Figma qui est câblé à Cloud Code qui va nous permettre déjà de venir à cette étape-là intégrer l'IA dans le processus pour venir, OK, est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette dans ce qu'on a exprimé? Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions à se poser? Est-ce que la user story qu'on a commencé à discuter va bien dans l'objectif attendu? Est-ce que le glossaire métier il est respecté? Est-ce que on n'a pas intégré des concepts qui sortent de nulle part? Est-ce qu'on n'a pas réimaginé des concepts, etc. Donc, on a déjà une première partie qui se fait avec Cloud Code et qui est câblé directement en MCP avec notre board Figma. Donc, vous imaginez avec le Figma, il est on a un gabarit spécifique avec telle couleur, c'est pas trop en mode fou. Donc, une fois que c'est fait, nous, on revient après au bureau, on vient raffiner ça. Donc, on vient prendre, OK, on a dégagé telle user story, telle user story, telle user story, on vient la raffiner, on vient rediscuter. Et on vient se dire, OK, telle user story avec ses règles métiers, on en rediscute avec l'équipe dev, on essaie de voir s'il y a des trous, on a un skills dans notre plugin qui vient là refaire une passe de raffinement, vient de checker si avec le code actuel, on n'a pas un trou par rapport à ce qui est actuellement implémenté dans le code et ce qu'on va devoir implémenter, est-ce qu'il n'y a pas un manque, un gap qu'on a oublié de discuter. Et donc ça, c'est un skills qui est branché sur la code base du projet et qui vient avaler finalement les user stories et les règles métiers dégagées dans l'atelier. Donc on est toujours sur la partie discovery. Donc, et ça, tout ça, ça se fait avec ce MCP server qui est connecté à Figma et qui est connecté à notre code base. Et ensuite, dernière étape de la partie spécification réelle, avant de démarrer vraiment la partie ATDD, c'est on va avoir cette partie-là et cette partie-là. Grosso modo, le but, ça va être est-ce qu'on a rédigé des exemples métiers déjà pour les règles et pour les hors stories avec le métier? Si oui, on commence à les récupérer. Est-ce que c'est suffisant pour couvrir toutes les branches de code qui vont exister et toutes les erreurs potentielles ou le cas nominaux, cas de succès qui vont exister potentiellement dans le code? Si ce n'est pas suffisant, ben, l'IA va proposer d'autres scénarios. Elle va en générer en given one then, en métier. On va avoir des agents qui vont vérifier que ça correspond bien au langage qui est exprimé, que ça correspond bien au tableau de glossaire métier qu'on avait créé, pareil, dans notre Figma. Et elle va les générer et elle va nous les proposer. Et du coup, on va voir peut-être sur un scénario, payer une commande, sur une user story payer une commande. La règle, c'est max 5 items lors du paiement. L'IA va générer tous les scénarios given one then pour cette règle-là. Est-ce que ça marche si je ne suis pas connecté? Est-ce que ça marche si je suis connecté? Est-ce que ça marche si qu'est-ce qui se passe s'il y en a 6? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a moins 1? Etc. Vraiment tous les cas possibles et imaginables. Et là, c'est pas... Je, Vas-y. je me permets de poser la question, peut-être que tu as déjà répondu, mais par exemple, sur un use case qui consiste à passer une commande dans lequel tu as 3-4 exemples différents d'outcomes possibles, on est d'accord que du coup, tu vas rédiger 4 DSL différents, 4 interfaces. Ouais, c'est ça. Ok. Et si je comprends bien, tu vas mettre 4 interfaces, donc il va y avoir 4 tests au total. Ou il peut y avoir plusieurs tests pour une même interface. Ouais, c'est 4 fois 1, 2 ou 3 couches testées. Ok. Mais là, Et donc, les interfaces, elles ne sont pas encore créées. C'est vraiment, pour l'instant, on est vraiment sur la discussion avec l'IA et juste de la mémoire dans Cloud Code. ok. Alors peut-être que j'anticipe un peu la partie cycle ATDD pour chaque sub-issue scénario, mais en gros, tu vas lister tes deux trois tests et tu vas les implémenter, enfin l'IA va les implémenter d'un seul coup.
Tu es un peu plus sur une approche un peu test first, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend. On a deux formats sur le skills. On a un Mhm. format qu'on a appelé loose ATDD. Je pense que je vais me faire tuer par certaines personnes, mais on a un format strict ADDD où on a vraiment un scénario, le scénario, le test, la validation derrière. Mais c'est OK, attention, hein, lorsque l'on fait de la TDD ou du Behavior Driven Development, c'est extrêmement courant justement à minima, de lister les différents tests que l'on veut écrire. Après, on peut les faire passer les uns après les autres ou avec l'IA, on peut vouloir les faire passer tous d'un coup. Mais pour moi, je n'ai pas d'objection à ce que on soit dans une logique test first dans lequel on va énoncer d'emblée les trois tests d'un scénario, voire les quatre scénarios parce qu'ils correspondent à une même feature. Même si je trouve que le fait de découper par scénario comme tu l'as fait, étant donné que ça réduit la boucle, on est plus dans une approche incrémentale et itérative. Et donc pour moi, c'est mieux en fait, tout simplement. Ça permet vraiment de développer la feature au fur et à mesure et de n'implémenter que ce qui est nécessaire. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Au départ, on était vraiment que sur de la partie un scénario, un test, un scénario, un test. Parfois, on rédigeait tous les scénarios, on faisait ensuite un scénario, un test, un scénario, un test. Euh, Il y a des cas où quand on est sur des trucs un peu plus crud, où on sait que l'IA va pas aller dans le mur, etc., on se permet parfois d'invoquer ce qu'on appelle le loose ATD, où on rédige tous les exemples d'un coup, on fait tout passer d'un coup, le cas nominaux, les exceptions, etc., quand c'est sur des choses relativement simples. On se Ok. prend ce petit écart parce que pour l'instant, on a réussi à le cadrer, que sur ces exemples-là, il n'y a pas eu de souci, mais après, on a deux vraiment formats assez différents. Ok. Et du coup, donc on a les scénarios qui sont rédigés, qui vont être par exemple push sur GitHub en ticket, tu vois, assigné, etc. Donc nous on a fait un système à voir si on le regardera dans le temps, mais un ticket est égal à une user story et un ticket enfant, c'est tous les scénarios, tous les exemples possibles. Comme ça, on peut les fermer au fur et à mesure ou autre. Ok. On a un agent qui va venir checker tous les scénarios, qui va être totalement indépendant de l'agent principal, qui va venir checker tous les scénarios et qui va juste s'assurer, encore une fois, qu'il n'y a pas de trou, qu'il y a une triangulation qui a été faite pour les exemples un peu plus compliqués, même pour les canimono. On va vérifier qu'il n'y a pas de branche de code potentielle, parce qu'il n'y a pas encore le code, mais qui serait imaginé et qui pourrait être non couverte. Et du coup, cet agent, il va faire cette revue-là de scénarios pour vérifier si, a priori, les scénarios ne sont pas des scénarios foireux. A priori, encore une fois. Ok. Nous, on valide que ces scénarios sont bien rédigés, donc on est toujours sur la partie, pour l'instant, on n'a vraiment pas touché au code, quoi. On a juste spécifié la user story et ses scénarios. Ensuite, ben, je vais peut-être anticiper ici cette étape, mais du coup, les tickets sont créés sur GitHub, et ça, c'est l'IA qui le fait dans le même cycle. Donc, les scénarios sont créés, on les a validés, elle les envoie sur GitHub, du coup, avec ce système de tickets. Et à partir de là, on va pouvoir démarrer vraiment le cycle ATDD de test et code pur et dur. Pour l'instant, on n'est vraiment que du langage métier. Quand tu dis ticket GitHub, tu veux dire les issues? Ouais, les issues. Ouais. Ok. On s'est bien bagarré avec les issues parce que c'est quand même assez foireux leur système parfois, mais en tout cas, ça fonctionne à peu près pour l'instant. Ok. Et du coup, on a un autre skills. À la base, c'est pour ça que je vous dis qu'il a un peu changé, c'est qu'à la base, on faisait tout ça dans un seul cycle. Et pour des raisons de token, de contexte, etc., on a essayé de limiter nos cycles, même si on a 1 million sur les dernières versions, on essaie de limiter que le cycle fasse jamais plus de 2 ou 300 000 tokens, parce que sinon c'est foireux. Du coup, on l'a séparé maintenant en plusieurs étapes avec même pas des agents différents, c'est vraiment des process totalement différents qu'on clear et qu'on relance après. Ok. C'est vraiment séparé. Et j'imagine que l'output d'un agent, c'est l'input de l'autre. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Enfin, c'est même totalement ça. Et du coup, à partir de là, ben, on va démarrer notre cycle ATDD. On a donc notre skills, je crois qu'on a appelé run ATDD ou je sais plus. On va lui passer un numéro de ticket GitHub qui correspond à une user story avec un enfant tous les scénarios. Et là, de manière incrémentale, elle va générer le test, donc cette partie-là que je vous avais montré tout à l'heure, ici. Le test en interface, en langage métier, exprimé par le scénario qu'on a validé avec l'IA. Elle va générer le test, elle va le faire évidemment raid, donc elle va le faire foirer. Une fois qu'il est foiré, ben, elle va implémenter le minimum syndical. En général, quand elle ne s'emballe pas, elle va implémenter le minimum syndical pour faire passer le test sur la couche la plus bas niveau. Donc on est sur une sorte d'inside out.
Donc d'abord la partie back-end use case, ensuite la partie back-end end-to-end, ensuite la partie UI, et ensuite pour quelques cas nominaux, on a un playwright full end-to-end ISO prod avec, qui embarque Docker, etc. etc. Ok. Donc elle crée le test, elle vérifie qu'il est rouge. Il y a un autre agent qui vient se mettre en place pour vérifier que l'interface qu'elle a implémentée, ici, pourquoi je la perds à chaque fois, correspond bien au scénario qui avait été dégagé à la base, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait tendance parfois à drifter un peu et à s'avancer sur les étapes given when then. Finalement, elle est renommée, rajouter du langage qui n'était pas cohérent. Donc on a un agent qui vient reviewer ça, qui vient dire attends, là il y a un couac par rapport à ce qui a été mis dans le ticket GitHub et ce que tu as mis en interface. Comme ça, on est quand même très très proche du langage métier exprimé à la base. Et ensuite, on a l'implémentation. On a une première passe par un agent qui va venir checker que l'implémentation correspond aux critères de qualité attendus pour ce projet. Donc lui, il va venir vérifier que l'implémentation, ça respecte bien, je ne sais pas moi, si on a dit que les ennemis, on les faisait de telle manière, qu'on utilise un aggregate, qu'on modélisait de telle manière, ou j'en sais rien, ça dépend des projets, mais les critères qu'on a mis en place dans notre projet, elle va vérifier que c'est cohérent. Une fois que c'est fait, nous, on va avoir notre review qui va être manuel. Donc, on va avoir les fichiers, évidemment, dans le guide diff de l'IDE ou autre. On va vérifier que ça correspond bien à ce qu'on attendait. On va valider. Et à partir du moment où c'est validé, le ticket va être fermé. Et on va pouvoir, évidemment, le déployer. Et tout ça, bien sûr, on le fait sur main pour éviter d'avoir 12 000 branches qui partent dans tous les sens. Et on peut redémarrer le cycle. Donc, une fois que les deux sont OK, il y a une validation finale, c'est mergé et ça part en production. Ouais, en tout cas, ça part en test. Ouais. Ok. Et voilà, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on a qui est changeant par rapport à avant? Ouais, c'est le système d'étapes. On a vraiment séparé donc génération des exemples, non, raffinement des US, génération des exemples et ATDD, test first, lose ATDD, ça dépend de notre mood du jour qui est fait après sur un autre skill. Donc on a 3 skills principaux aujourd'hui. Ok. J'imagine que vous itérez énormément sur le process en lui-même. Ouais, ça prend pas mal de temps. Ça vous coûte aussi en token, non? Mais ça a été un sujet pendant un moment, effectivement, et à un moment, je tapais tout le temps les 100%. J'imagine sur Claude Code. Avec Claude Code, ouais. Ça va plus être possible, ça. Ouais, et du coup, on a mis en place pas mal de choses pour venir économiser des tokens, pour venir séparer, pour éviter de blotter le contexte avec le retour des tests, etc. On a essayé de mettre pas mal de tokenomics, comme ils disent, des tokens, pour avoir quelque chose qui est moins gourmand, et le fait de le séparer en 3, notamment, ça nous permet de pouvoir clearer à chaque fois, repartir, et en fait, chacun a son input, son output. Donc, le premier de raffinement des user stories, il va avoir l'input, c'est le board Figma avec l'impact. Il va générer ça en ticket GitHub story. Fin de l'histoire, il clear, il a besoin de notions. Le deuxième, il va récupérer les systèmes de tickets, générer les exemples. Il va faire des sub-tickets dans le GitHub avec les exemples. Et le troisième, il va faire la partie implémentation à TDD en fetchant les tickets. Donc en fait, les 3 communiquent ensemble, mais jamais directement. Ok. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu as, Joey, qui nous écoute depuis tout à l'heure, des questions à poser à David sur sa pipeline d'orchestration ATDD multi-agent? Je pense que c'est claqué au sol. Non, je plaisante, t'imagines, ce serait vraiment hardcore. Ouais, c'est vraiment terrible qu'après tout ce temps, je sois resté silencieux juste pour ça. Le gars, il dit rentre chez toi et fais un autre métier. Et voilà le jour où tout a dérapé. En fait, je trouve le phénomène intéressant. J'aime ces schémas, j'aimerais le voir en vrai comme plein de choses. C'est toujours la même chose. Où sont les nuances? Où est-ce qu'on transporte la difficulté? Tu parlais de tokenomics et de ce genre de choses. Moi, je voulais faire une blague depuis tout à l'heure qui est qu'en est-il du caveman à TDD? Tu vois, où tu exprimerais du given ça marche, quoi. Et puis, et, on est pile au moment où on est en nécessité de faire des expériences dans tous les sens là-dessus. Et moi, j'ai pas une question, j'ai plus un truc qui me vient en tête qui est, bah, je salue en fait le travail d'ingénierie et d'expérience qui a lieu. Déjà aussi, au passage,
je salue le fait que tout ça se soit documenté, hein, déjà. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir fait la même chose, mais sans avoir de modèle mental de tout ce qui se passe. Pour itérer, ce serait complètement plus difficile et on le sait en fait. Il n'y a que comme ça que ça marche. Non, moi j'ai envie de dire un grand bravo sur tout ça. J'ai hâte de voir les deltas entre. Tu sais, regarde, il y aurait un truc qui serait super. J'imagine que vous avez ça, et si vous l'avez pas, je pense que vous pourriez le générer facilement. Sur une chronologie, montrer en janvier, ça ressemblait à ça, en février, ça ressemblait à ça, en mars, ça ressemblait à ça. Et puis raconter une histoire. Ah ouais, mais ça va être compliqué. Il y a tellement eu d'itérations, de Ah changements. ouais. Ah, putain. Ouais, ça serait jouable, mais, ouais, Je suis pas en train de dire vous avez 2 heures, on se recroise dans un mois. Mais non, c'est surtout que 2 heures et un mois, c'est différent. Mais le fait est, je me souviens d'un truc que à une reprise, j'avais dû faire ça pour justifier des crédits de la subvention. Et en fait, j'avais raconté l'histoire de la cleanarchie chez moi. Parce que c'est vrai que cleanarchie, la plupart des gens le comprennent comme ouais, c'est dense, il y a beaucoup de trucs, machin. Non, c'est pas vrai. Ça se construit au fur et à mesure. Et puis, c'est des concepts qui appartiennent, qui sont très locaux à ce que tu fais. Et là, on est à quelque chose d'au-dessus, mais il y aurait quand même un intérêt à le faire. Peut-être que tu pourras pas backtracker toutes les itérations qu'il y a eu, mais peut-être, si tu le souhaites, tu pourrais dire, ah, vous savez quoi, à partir de maintenant, littéralement, toutes les semaines, on prend un screenshot du truc. Et ouais. puis, c'est pas grave, on raconte l'histoire a posteriori. Si on loupe des petits détails, c'est pas intéressant. Mais au moins, ça dirait, hey, je me souviens, c'est vrai, à l'époque, il y avait de la triangularisation, mais maintenant, on n'en a plus parce que ça, ce serait trop cool. Ouais, ouais, mais en plus, c'est easy à faire avec l'IA, parce que finalement, ce schéma, évidemment, moi, je suis une cata sur tout ce Bien qui est sûr. schéma, etc. Donc, je l'ai fait générer par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, enfin, ça serait hyper simple à faire. Après, on peut juste rajouter les raisons de virer un truc ou de rajouter une étape, etc. Pour que ce soit vraiment intéressant. Mais ouais, je pense en vrai, ça serait une bonne idée. Ouais. Au final, j'ai tout de même une question, mais c'est une question que j'aurais dû poser plus tôt parce qu'elle va tomber comme on a changé de sujet. Mais ma question est, quand on travaille en équipe, on a toujours dans l'équipe cette personne qui est le grand challenger de l'équipe. Par challenger, j'entends, c'est la personne qui va tenter de faire en sorte que ça atteigne une ligne qui le satisfasse. Et cette ligne, parfois, elle est chiante à atteindre d'ailleurs, parce que c'est des gens, ils te disent, attends, c'est un petit peu au feeling ton truc là, qu'est-ce qui me dit que machin. On va pas citer cette personne, mais on va imaginer cette personne. Quel est le plus gros challenge que cette personne t'ait donné sur la convaincre que ce processus à TDD était le bon? Je pense que le truc, le challenge dont tu parles, on en revient des systèmes de budget, etc. C'est de se dire, attends, est-ce que je suis en train de me complexifier la vie pour l'état de l'art du truc et d'essayer de trouver un truc parfait parce que moi je suis passionné, parce que du coup j'aimerais faire un truc qui soit nickel, alors qu'en vrai ça n'a aucun impact et on fait gagner 0,2 secondes à chaque cycle qu'on est en train de perdre dans 4 jours de ça. Donc je trouve le plus gros challenge de ça, c'est pas tellement de le vendre, parce que comme je l'ai dit, vu que je suis arrivé en janvier dans la boîte et que j'avais déjà ce process qui était un petit peu déjà sur les rails, ça a très vite prouvé sa qualité. Euh, mais ça a été parfois moi à certains moments de me dire, est-ce que là je suis pas en train de partir dans un truc qui est juste satisfaisant pour moi, pour mon ego, euh, alors qu'en vrai, j'ai pas besoin de faire toute cette automatisation, ça a pas d'impact. Ça, c'est le plus dur, je pense, c'est de se remettre en question, de dire, attends, est-ce que je suis pas en train de partir sur quelque chose qui est over engineering sur qualité? Enfin, je sais pas si ça existe la surqualité, mais en tout cas, surcomplexe pour pas grand-chose, quoi. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est une bonne question à se poser. Moi, j'aime pas que tu mettes le mot ego là-dessus, parce que dans le pire des cas, c'est pas vraiment de l'ego, c'est plutôt tu fais avancer la ligne. Imaginons que ce que tu es fabriqué après des dizaines d'itérations, bah, ta boîte, elle est faite à 70% de ce qu'elle aurait pu faire en termes de revenus, en termes de machin, en termes de trucs. Dans les faits, tu as quand même fait bouger les lignes. On a appris que bah, c'était pas le bon endroit où aller. Et ça, on en a concrètement besoin. Je préfère quelqu'un qui me dise, bon, après 10 ans de ce truc-là, bon, il semblerait que ce soit vraiment pas le bon plan. Et qu'on vienne placer des indicateurs, des histoires là-dessus. Plutôt, donc j'appelle pas ça ego. Je comprends que ce soit passionnant, tout comme plein de choses dans l'ingénierie.
Mais la passion, c'est pas négatif pour autant, même si ça menait au mauvais endroit. Tu pourrais très bien dire, j'ai échangé ces 30% de ce que j'aurais pu gagner en plus contre de la fabrication de littérature, parce que c'est ça que tu es en train de faire, tu es en train de fabriquer de la littérature. Ouais, mais je trouve que enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment parfois dans cette recherche d'un truc un peu parfait, etc., il y a quand même enfin, je sais que vous êtes hyper passionné par le truc, il y a des gens qui sont un peu moins passionnés par le truc, qui disent on veut quelque chose qui marche, et si ça marche, il n'y a pas besoin de passer de diplôme, essayer d'améliorer un truc qui n'a pas vraiment d'intérêt à améliorer. Parfois, enfin, je trouve dans le monde du craft, il y a ce truc un peu parfois où on essaie d'atteindre la perfection. Parfois, sur les trucs, 98%, ça suffit, un peu comme la loi de Pareto, quoi. On trouve les 20% qui vont faire bouger les 80% et on peut parfois s'arrêter là. Et c'est vrai que c'est pas évident de savoir est-ce qu'on s'arrête vraiment là ou on veut toujours aller plus loin dans un truc encore mieux, encore plus parfait, etc. Ça, Oui, la question se pose, la ligne existe quelque part, hein, pour le coup, c'est vrai. mais ça, je trouve que quand tu as un boss ou, à mon avis, qui sait bien cadrer les choses, ça te permet parfois de te reconnecter un petit peu, je trouve, à la réalité, de dire, bon, ok, là, on a quand même des deadlines, là, on a ça. C'est cool de documenter, c'est cool, mais là, on va se concentrer là-dessus et on va prioriser ça et on reviendra plus tard. David, merci beaucoup de nous avoir présenté toute cette exploration, toutes ces expériences que tu as fait sur la TDD et l'IA. Ça a été extrêmement intéressant. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'enrichit, ça m'ouvre les chakras et ça me donne également envie de faire des expérimentations. Pour clôturer ce podcast, j'aimerais te poser une question. Qui serait pour toi, ou quel serait pour toi, ton personnage favori, ou ton livre préféré, ou ton concept, ton langage de programmation, ta technique de programmation préférée, par rapport à ton métier? Bon, je vais pas dire la TDD parce que ça fait un peu feignasse, mais, Tu mais non, peux, hein. euh, C'est toi qui vois. non, Il va dire Anthony Il Cyril. va dire moi. Ah. je vais les tickets. Non, je pense que assez récemment, je lis pas mal de livres, mais je trouve que le truc qui m'a le plus fait bouger mentalement et qui m'a fait, et en tout cas même pédagogiquement, etc., je trouve, on en a parlé tout à l'heure, c'est Dave Farley. Ça fait 2, 3 ans, un peu plus, que je suis de manière assez assidue ses vidéos, etc. Et je trouve que son approche, c'est quelqu'un qui est très technique, etc., mais qui a une approche qui est hyper bienveillante dans sa pédagogie et qui m'a vachement, enfin, pas qui me touche, mais en tout cas qui me dit c'est vers là que je veux aller niveau pédagogie, niveau technique. Je suis pas forcément tout le temps forcément aligné sur ce qu'il dit, mais en tout cas, je trouve qu'il le fait toujours avec une bienveillance et une remise en question et des nuances que parfois sur le monde du craft, on peut avoir tendance à un petit peu perdre, de se dire bon, on est dans le biais de perception, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si tu fais pas ça, c'est de la merde. Je trouve que cette personne a déferlé, en tout cas, elle m'inspire pas mal sur ce côté-là de bienveillance, transmission. Qui fait partie pour moi des qualités du craft à la base, tout ça, cette pédagogie. Et du coup, ouais, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, ce monsieur. Cette humilité, il est particulièrement humble quand je le vois discuter également sur LinkedIn ou dans son Discord. Il est toujours. Il n'est pas parole d'évangile. Il parle de ses expériences, il parle de ce qu'il fait. Et moi, je pense que c'est ça le plus intéressant dans la scène, on va dire craft. C'est les personnes comme toi, comme Dave Farley, je vous mets au même niveau, hein, qui expérimentaient des choses, qui testaient des façons de faire, qui montraient les résultats que vous obtenez et qui en fassiez la critique honnête et pragmatique de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Parce que c'est comme ça que, en tant qu'industrie, on va avancer. C'est pas juste avec des méthodes basées, prouvées scientifiquement, des études, etc. C'est avec des expériences et des feedbacks. David, je te remercie d'être venu nous voir dans cet épisode de Binder Bogdat. C'est toujours un plaisir. On continuera ces discussions en off sur LinkedIn, etc., etc. Merci et à bientôt. Merci Salut à vous. David. Ciao.